Bonsoir à tous. Il n'est pas commun d'avoir sur son plateau deux prix Nobel de littérature. Ils sont là tous les deux, Octavio Paz et Wole Soyinka. On parlera de la pièce de théâtre de Wole Soyinka avec Christophe Thierry, son metteur en scène, dans un instant. Octavio Paz, je vais commencer par vous pour deux livres, La Flamme double et un au-delà érotique, Le Marquis de Sade, paru dans la petite collection Arcade, les deux livres chez Gallimard. Alors, bon, vous êtes universellement connu, le Nobel il y a été évidemment pour quelque chose, et on sait de vous que vous êtes un écrivain, un poète. Quelquefois, on sait moins que vous êtes aussi un théoricien et qu'il y a toute une part de votre travail qui est de l'ordre de la critique littéraire. Et avec ce livre, La Flamme double, on a le sentiment que vous chargez la critique littéraire d'une portée finalement anthropologique, dans la mesure où, à partir des conceptions de l'amour, vous essayez de, et ça c'est un des thèmes, je crois, qui vous est cher, d'activer la confrontation entre la tradition et la culture occidentale et puis les autres cultures. Oui, c'est-à-dire, j'ai tâché de comprendre le phénomène de l'amour, que c'est un phénomène universel, tout le monde parle de l'amour, et quelquefois on le pratique. J'ai tâché d'insérer ce thème fondamental dans le monde moderne. Quelle est la place de l'amour dans la société du XXe siècle, à la fin du siècle? Et naturellement, j'ai été obligé à me remonter, à voir un peu la préhistoire de l'amour dans notre civilisation, en même temps de prendre en considération les idées sur l'amour qui ont eu des autres civilisations. Par exemple, le monde arabe, qui a influencé profondément l'Occident au Moyen-Âge, et aussi des choses qui n'ont pas eu d'influence en Occident, mais qui sont comme des images parallèles, et en même temps un peu contradictoires de notre idée de l'amour, comme en la Chine et au Japon, par exemple. En même temps, ça a été un peu un travail personnel, parce que je suis surtout, je voudrais être, je ne sais pas si je le suis, un poète. Et j'ai commencé en écrivant des poèmes d'amour, j'écris des poèmes d'amour et poèmes érotiques. C'est une chose un peu différente. L'amour et l'érotisme habitent dans des contrées voisines, mais ne sont pas la même chose. Alors j'ai tâché d'expliciter ma poésie à travers ces livres. Alors c'est un livre de théorie, si vous voulez, mais surtout c'est un livre d'expérience. Une sorte d'autobiographie littéraire par le biais de l'amour. D'autobiographie littéraire et d'autobiographie existentielle, je peux dire. Enfin, elle est très discrète, hein. Il n'y a pas Non, d'aveu fracassant. Non, ce n'est pas de la biographie, ce n'est pas de la biographie, c'est tout ce qui reste de la biographie, l'expérience. La flamme double, ce serait, si j'ai bien compris cette image, sur le terreau, ou plutôt sur le feu, pour garder sur le feu de la sexualité, finalement, ces deux flammes que sont l'érotisme et l'amour, oui. Puisque vous dites à la fois, évidemment, qu'ils entretiennent des relations intimes, c'est le cas de le dire, mais qu'en même temps, si on veut regarder bien les traditions, notamment littéraires, sur l'amour, il faut soigneusement séparer l'un et l'autre, parce qu'ils ne se confondent pas. Je dirais même pas seulement littéraire, mais les traditions tout court, parce que notre idée de l'amour est tout à fait influencée par l'idée que les littérateurs, surtout les poètes, s'en fait de l'amour dans le passé. Oui, je vois qu'il y a trois domaines. Le domaine de la sexualité, qui est le plus universel, qui est biologique, il est animal, mais pas seulement animal, dans le monde végétal aussi. Alors ça, c'est le monde de la matière vivante. Et une partie de la matière vivante est sexualisée. On trouve la reproduction à travers l'union sexuelle. Après, il y a un domaine beaucoup plus réduit, c'est le domaine de l'érotisme. Je trouve que c'est un domaine universel, et ça, c'est comme les hommes, avec son imagination, mais depuis les primitifs jusqu'à notre époque, ont changé la sexualité animale, l'ont changé, par exemple, en rite, en habitude, en perversion quelquefois, en cérémonie, etc. Alors, c'est le domaine de l'invention, de l'histoire, de la culture. Et finalement, il y a un phénomène encore plus réduit, comme dans certaines sociétés, cette idée de l'attraction involontaire entre un homme et une femme, en général, peut être aussi homosexuel, l'attraction physique, cette attraction physique s'échange aussi de façon mystérieuse, et l'objet de mon désir devient aussi un sujet. Je le choisis, je le demande exclusivité et réciprocité.
Alors, c'est aussi un exemple de ce phénomène de la liberté. Comme nous sommes des objets de la destinée, de déterminisme, et comme en même temps nous sommes capables de transformer l'objet en sujet et le sujet en objet. C'est le paradoxe de l'amour, je dirais c'est le paradoxe de l'homme même. L'amour est pour vous une sorte de lieu ultime de toutes les contradictions humaines, à la fois entre le corps et l'âme, pour cette notion de personne, et puis entre la liberté et la contrainte, puisque vous dites de l'attraction d'un sujet sur l'autre que c'est une fatalité librement consentie. Oui, oui, on trouve cette dialectique de la liberté aussi dans le monde social, dans le monde de l'art, dans le monde de la science, dans le monde des relations, et naturellement dans le monde de la politique. Je dirais que les deux extrêmes des relations humaines sont, d'un côté, la relation amoureuse ou la relation érotique qui se réalise dans le monde fermé de la chambre. De l'autre côté, l'activité politique qui se réalise à la Chambre aussi, en France d'ailleurs, au oui, Parlement. Oui, non, mais la Chambre du Parlement, c'est à la vie de tout le monde. Hein? C'est public, c'est la place publique. Mais en même temps, il y a une dimension réellement politique à votre livre, parce que si vous avez cette démarche-là et si vous poursuivez cette investigation sur l'amour, c'est aussi que vous sentez que la domination de l'Occident et des modèles occidentaux devient aussi une sorte de machine à uniformiser oui. les représentations de l'amour qu'on peut se faire. Ce n'est pas seulement l'Occident, je dirais plutôt la technification de l'Occident. Non, je trouve que la grande menace de notre notion traditionnelle de l'amour se trouve dans la technification de la vie, dans certaines conceptions de la science moderne envers la personne humaine. Alors si on touche la personne humaine, on touche l'amour, mais on touche aussi la vie politique, les droits de l'homme, etc. Tout est lié. L'amour n'est pas un phénomène isolé, il fait partie de la société, et pour comprendre bien l'amour, il faut comprendre les autres phénomènes, y compris le phénomène politique. Une des grandes absences que je trouve, un des grands manques que je trouve dans le monde moderne, par exemple dans la pensée politique moderne, a été l'absence de la notion d'amour, de force affective dans la vie politique. On le trouve dans tous les théoriciens modernes, tous nos apôtres en parlaient beaucoup de liberté, de justice, d'égalité, mais ils ont oublié en général l'influence, comme disait Madame de Staël, des passions dans l'histoire des hommes. Alors, sans les passions, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'humanité, il n'y a pas de culture. Il y a un thème qu'on a souvent rencontré dans votre œuvre de poète et d'écrivain, c'est une réflexion sur le temps. Et je me suis demandé si cette quête que vous aviez autour de la notion d'amour ne rejoignait pas votre investigation sur le temps, parce que est-ce que les représentations et les pratiques de l'amour ne sont pas différentes, essentiellement parce que le rapport au temps n'est pas le même d'une culture à l'autre? Oui, oui. C'est-à-dire, oui, en effet, l'amour est un produit du temps, comme toutes les choses qu'ont fait les hommes. Nous sommes faits du temps, nous changeons. Mais je dirais aussi que l'amour, dans toutes les sociétés et dans toutes les époques, est une sorte de pari contre le temps, envers le temps. Parce que l'amour est sujet au temps. J'aime certaines personnes, et cette personne peut mourir, peut vieillir, peut devenir malade, peut m'abandonner, peut me trahir. Moi aussi, je peux changer. Nous sommes sujets aux accidents du temps. Et l'accident le plus grand, c'est la mort. Alors, l'amour, c'est faire face au temps, tâcher pas de soumettre le temps à notre volonté, ce n'est pas possible, mais au moins de pactiser avec le temps. Il y a dans mon livre, dans le dernier chapitre, je cite, je me rappelle d'un mythe d'Ovide, de deux vieilles dames, une femme, une vieille femme et un homme aussi vieil, Philémon et Baucis, que finalement, les dieux, c'est une fable très jolie, les dieux les concèdent longue vie, et finalement, puisqu'ils vont mourir comme tous les êtres humains, ils deviennent des arbres. Ça, c'est merveilleux parce qu'on peut trouver dans l'amour une sorte d'invitation à retourner à la nature. Une chose que pour nous les modernes, que nous sommes éloignés de la nature, c'est fondamental. Alors,
À côté de ce livre, La Flamme double, il y a l'édition d'un au-delà érotique, Le Marquis de Sade, et votre rapport à Sade on peut le repérer comme des petits cailloux sur le chemin du Petit Poucet, puisque vous aviez consacré un poème à Sade au moment où vous l'aviez découvert. Je crois que c'était un poème qui s'appelait Le Prisonnier, en 48. Après, vous avez fait un essai sur Sade dans les années 60. Vous y revenez, et je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu aussi votre fraternité avec le surréalisme qui fait que Sade a toujours été finalement... Oui, ma fraternité avec le surréalisme aussi parce que c'est un personnage qui, dans certaines mesures, est un emblème de liberté, mais en même temps, je voulais prendre mes distances avec ça, avec sa pensée, avec sa philosophie. Et ça, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Mais le poème est un poème d'enthousiasme, mais les autres sont des tentatives de prendre mes distances et de voir un peu dans la figure énigmatique de Sade l'autre côté. Et cet au-delà érotique, c'est quoi? Pour Sade, c'est l'impassibilité, c'est une sorte de notion philosophique. Alors je trouve que, comme dans beaucoup de penseurs du XVIIe siècle, chez Sade, il y a un visage libertaire, mais il y a un autre, utopique, tyrannique. En homme du plaisir, il parle de la liberté de passion, mais en même temps, il parle des droits à la jouissance, y compris l'assassinat d'autrui. Alors, à ce moment, la liberté devient oppression. J'ai voulu montrer dans cette petit livre les mirages de la liberté, les ambiguïtés de la liberté. On ne peut pas penser la liberté sans penser à son contraire, la destinée, la fatalité comme déterminisme.